Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface de Patrick Lagadec, La chouette de Minerve. Jean-Louis Nicollet nous plonge au cœur d'un formidable défi. La compétence, la volonté, la responsabilité de l'homme et des sociétés dans la maîtrise des risques à l'âge de la complexité. Comment assurer cette sécurité systémique? Comment juger lorsqu'il y a eu défaillance? Ce serait déjà là un défi imposant si nous vivions encore dans des sociétés stables, aux technologies établies, aux organisations bien assises, aux activités bien délimitées et relativement indépendantes, en contexte écologique, économique, sociopolitique et culturel bien ancré. Il s'agirait alors simplement de s'assurer que les nomenclatures et règles voulues sont bien pensées, ajustées, respectées, de mesurer en cas de défaillance les fautes commises et d'en faire découler logiquement les jugements à énoncer. Cela fut en quelque sorte l'épure de référence jusque dans les années 1970 à 1980. Une série de textes, un examen point à point des écarts constatés et une mesure de la faute à l'aune de ces écarts entre l'observé et le prescrit. Pareille approche a déjà permis d'extraordinaires progrès dans la conquête des risques, arrachés au seul bon vouloir des dieux capricieux, comme le rappelle Peter Bernstein, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk, 1996. Les meilleures décisions sont fondées sur la quantification et les nombres déterminés par les modèles du passé. Page 6. La tâche est alors d'accumuler les observations, d'enrichir les nomenclatures et de mesurer les écarts coupables en cas d'accident. Avant de regarder au-delà de cette première ligne d'horizon élémentaire, il convient de souligner avec force que cette vision reste d'actualité et en partie pertinente. La complexité que nous devons prendre en compte de façon de plus en plus pressante ne saurait faire oublier les prescriptions élémentaires. Certes, il y a toujours de la surdétermination, mais il y a tout de même des prescriptions dont l'observation ne saurait être hâtivement diluée dans une phraséologie de complexité. Il serait grave de tout noyer dans un marais de complications là où des barrières basiques ont été ignorées, là où la sécurité a fait clairement défaut, voire a été piétinée de façon délibérée. Cette mise en garde énoncée, il nous faut cependant aller au-delà de cette cosmologie première. Dans une très large mesure en effet, les risques ne s'inscrivent plus dans ces jardinets tirés au cordeau, bien connus et sous contrôle. La faute ne relève plus uniquement, et cela de moins en moins, de quelque écart individuel inscrit dans le registre de la délinquance manifeste quasiment volontaire. La sonnette d'alarme fut tirée dans la décennie 1970 tant en France qu'en Angleterre, après l'incendie de la raffinerie de Feyzin 1966 et l'explosion de Flixborough 1974. On commença à sortir le contrôle des risques du seul domaine des inspecteurs juristes soucieux de l'observance des normes. On se résolut, certes avec résistance, à envisager la sécurité sous des angles bien plus complexes et appropriés à des systèmes précisément complexes eux aussi. Le rapport publié sous la responsabilité de Lord Robbins sur la santé et la sécurité au travail, Royaume-Uni, 1972, souligna de façon lumineuse que l'on était arrivé à un palier et à des rendements décroissants en matière de maîtrise des risques industriels, et qu'il fallait repenser de fond en comble la question des risques et de leur maîtrise. Le constat était clair, la méthode Bottin, Telephone Directory Method, ne suffisait plus. Davantage, elle explosait en vol. Ajouter des textes à des textes, des chiffres à des chiffres, ne donnait plus rien d'intelligible et de responsable. L'échelle des installations, la complexité technique, les interdépendances, l'importance des déterminants économiques, exigeaient des visions et des pratiques profondément repensées. Il fallait passer de logiques statiques à des logiques dynamiques, passer du contrôle administratif ex post à une dynamique de responsabilité beaucoup plus inventive, de la conception au démantèlement. Il fallait d'autres capacités en matière d'analyse de risque, de retour d'expérience, de politique générale de sécurité. En termes scientifiques et de modélisation, la réponse magistrale à cette ardente obligation est venue avec la méthode syndinique pensée et développée par Georges-Yves Kervern. Elle est superbement exposée et mise en mouvement dans ce livre de Jean-Louis Nicollet. Dans des systèmes complexes, interdépendants, on ne peut plus se contenter d'une lecture simpliste. Quelques éléments isolés, quelques règles particulières, quelques acteurs qui ont l'avantage d'être bien visibles, le tout aboutissant à des schématisations apparemment convaincantes mais bien pauvres,
s'abattant sur quelques individus offerts comme bouc émissaire commode, satisfaisant à la règle d'évidence élémentaire d'autant plus prisée qu'elle vient opportunément fermer toute interrogation dérangeante. Pareil enrichissement par les signes d'Innick est devenu indispensable avec la nouvelle échelle de nos risques, les interdépendances croissantes, les interactions entre technologie, économie, culture, etc. C'est là l'univers du risque majeur, non pas seulement risque plus lourd, mais risque débordant de ces épures conventionnelles en termes de poids, de vitesse de survenue, de développement, d'effets dominos, de difficultés de compréhension et de multiplication des acteurs. Davantage et bien plus essentiel, le terme majeur fut introduit, Lagadec, 1979-1980, pour souligner que l'on devait faire muter nos paradigmes. Un risque qui déborde de l'enceinte industrielle fait exploser le registre technique, car il exige des analyses, des suivis, des processus, des cultures bien différentes de celles qui suffisaient antérieurement. Il fait exploser le registre de la responsabilité. Le citoyen à l'extérieur devient légitime dans sa demande d'information, dans ses exigences en termes de participation au choix des risques. Il fait exploser le registre de l'examen ex post, car la question des causes devient autrement plus complexe que par le passé. On passe de la lecture directe d'écart à la construction d'une intelligence de la dynamique générale ayant conduit à la défaillance. C'est bien là l'objet du travail en profondeur de Jean-Louis Nicollet. Décortiquer les réalités complexes que nous devons désormais dominer en termes de risques, et interroger le droit désormais lui aussi aux prises avec des univers de haute complexité technique. L'auteur, fort de plusieurs décennies d'expertise tant technique que judiciaire, le fait à travers une auscultation précise de nombreux cas concrets d'accidents et de jugements. Son objectif : nourrir la réflexion pour ajuster la scène judiciaire aux réalités de notre temps. Cette scène judiciaire est cruciale, aussi bien pour faire justice que pour prévenir, elle se doit donc de rester pertinente. Il faut mesurer la difficulté de la tâche, et certainement aussi l'épreuve que cela constitue. Pour les ingénieurs, à l'évidence, sommet désormais de penser et de faire dans un monde autrement plus complexe que celui de la technologie élémentaire. Pour le droit tout autant sinon davantage. Il est difficile et très éprouvant de devoir passer d'une cartographie à une autre, d'une lecture bien claire et sous garantie de conformité, à des approches qui vont immédiatement sembler bien opaques, incertaines, mal assurées. Pourtant, et Jean-Louis Nicollet le montre de façon implacable, il n'est pas question ici d'en rester aux conceptions et pratiques d'antan au prétexte qu'elles seraient plus sûres, et surtout plus conformes aux habitudes du monde du droit. Toute stratégie ancrée sur des logiques dépassées ne peut qu'échouer, et perdre rapidement tout crédit. Le droit ne peut se permettre pareil destin. En tant que pilier de nos systèmes démocratiques, il lui faut absolument être à la hauteur de son objet. Plus que d'autres disciplines, il se trouve confronté à des mutations difficiles. Descartes porte si directement vers des qualifications dans les règles, à des logiques de séparation, d'addition, de chaînes de causes aisées à suivre ou remonter. Il faut soudain se faire au complexe, et plus encore au majeur, c'est-à-dire à ce qui, par essence, déborde des schémas, des échelles, des visions, des boîtes à outils. Le droit à l'épreuve du risque majeur se résume là. Comment une grande tradition intellectuelle et pratique, essentielle à la démocratie et décisive en termes de prévention comme de réparation, se voit interrogée, bousculée, sommée de se transformer, en raison de mutations brutales dans le monde de nos activités industrieuses. Comment les transformations nécessaires peuvent se penser, s'opérer, se développer pour que le défi soit effectivement relevé au profit de tous. Il faut, pour assurer ce voyage au pays du risque majeur, un solide cadrage théorique de référence. Jean-Louis Nicollet nous le fournit de façon précise et forte avec la grille D'Innick, explicitée et appliquée de façon aussi rigoureuse que lumineuse. Il faut jeter des ponts nouveaux entre risques majeurs et pratiques du droit. Le livre nous l'offre de façon remarquable. En matière de réponse, un des grands pièges de notre époque, confronté dans tous les registres à ces risques majeurs, est d'opposer au vide de sens et de pertinence opérationnelle, la complication des raisonnements, l'usine à gaz organisationnelle, la surenchère de détails et finalement le simplisme de quelques slogans. Au contraire, nous devons relever le défi en faisant des propositions, en expérimentant, en observant, en corrigeant, et toujours avec cette conviction qu'en univers de haute complexité le sentiment des apostrophes, avoir trouvé la boîte à outils définitive, relève toujours de l'illusion.
L'auteur sait se battre avec des questions difficiles, et nous propose notamment une très stimulante réflexion pour ouvrir une autre scène judiciaire. Certes, toute proposition est une prise de risque. Mais sur ces sujets, refuser le risque, s'en tenir aux sécurités d'hier, c'est assurément courir et faire courir de très grands risques. Davantage, il nous faut devenir explorateurs. Non pas seulement le bon accompagnateur qui dispose de la bonne carte et sait conduire par les chemins balisés, mais celui qui sait ouvrir, proposer, construire, corriger, en univers inconnu. Cela va devenir crucial. Car nous allons bientôt rencontrer, c'est d'ailleurs largement déjà le cas, mais on tente de se le dissimuler, des univers encore bien plus complexes que ceux ayant conduit à la production de la Sindini. Nous voici en effet confrontés à des mutations sauvages et brutales nous faisant passer de la complexité à l'illisible, du couplage serré aux interdépendances totales, de la vitesse à l'instantanéité absolue, de la crise événement à la crise, trou noir, de l'incertitude à l'ignorance. Nous voici aux prises avec ce que Rittel et Weber 1973 ont qualifié de problèmes diaboliques, wicked problems. Il n'y a aucun accord sur la définition du problème. Plus radicalement, l'idée même de définition du problème ne tient plus. Il n'est plus question de pouvoir cerner les causes, les composantes du problème. Il n'y a pas de solution technique au problème. Tout apport de solution fait muter le problème. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais amélioration ou aggravation de la situation. Toute intervention devra être fondée sur le jugement, les considérations techniques ne suffiront pas. L'incertitude est globale, sur toutes les composantes du problème comme sur les résultats possibles de toute intervention. Les valeurs de référence font elles aussi partie de la construction du problème. La pensée probabiliste devient inopérante. Dans la mesure où toute action transforme globalement l'état du système et de son environnement, les stratégies essais-erreurs ne sont plus praticables. Chaque action est à un coût. Telles sont bien les caractéristiques de l'univers des méga-chocs et des méga-crises, très éloigné de celui des risques et événements crises jusqu'ici considérés. Le point de départ ne doit plus être l'événement, le domaine des crises doit se détacher de façon nette du domaine des urgences qui a été sa niche de départ, mais les contextes et les socles, désormais en proie à des dynamiques de dislocation globale et structurelle. Nous n'avons plus affaire à des crises spécifiques, mais à des scènes de crises reliées et mutantes. Les dynamiques sont moins des effets en chaîne mécanique que des phénomènes d'engloutissement globaux. Depuis une décennie, un leitmotiv a prévalu dans le domaine de l'anticipation des risques, think out of the box. C'est déjà là une épreuve très difficile pour nos cultures, et sans doute même très difficile à concevoir et tolérer dans des disciplines comme le droit dont l'une des obligations et des forces identitaires est bien de constamment qualifier, serrer, valider. Mais nous sommes condamnés à aller bien plus loin encore. Comme me le faisait remarquer récemment Mike Granat, fondateur du Civil Contingency Secretariat au cabinet Office à Londres, There is no box anymore. Voilà qui va nous plonger dans de terribles abîmes intellectuels, psychiques et opérationnels. Et là encore, il va nous falloir relever le défi. Prendre exemple sur ce travail de Jean-Louis Nicolet pour toujours tenter de comprendre et d'agir. Nous ne pouvons attendre, car la réalité n'attendra pas. Certes, la réflexion est nécessairement en retard sur le réel qui déferle, mais le retard doit être le plus limité possible. Ce qui suppose, je le souligne à nouveau, courage intellectuel et rigueur scientifique. Bien sûr, la chouette de Minerve s'envole au crépuscule, mais le plus terrible serait qu'elle refuse tout envol, au motif que cela serait trop dérangeant intellectuellement, trop déstabilisant psychiquement, et trop engageant en termes de responsabilité. Loin de ce retrait, de cette capitulation, il nous faut une mobilisation intelligente et déterminée. Les bouleversements actuels en termes de risques et de crise exigent de nous une forte capacité d'invention. Le véritable optimisme est bien là, non dans l'affirmation de Salon selon laquelle tout est sous contrôle, mais bien dans la détermination à identifier et relever les défis de notre temps. Tous les acteurs du risque ont désormais ces horizons difficiles à leur agenda. Les acteurs du droit sont confrontés aux mêmes lignes de faille. La volonté de se montrer à la hauteur de nos défis historiques doit unir les uns et les autres dans leur détermination à inventer ensemble les futurs et les routes nouvelles qu'appelle cette terra incognita des risques sauvages de notre monde globalisé. Patrick Lagadec.
Annexe 1 glossaire. La plupart des définitions données ci-dessous sont tirées du glossaire du droit du danger établi par Hubert Seillant et figurant dans le numéro de décembre 2010 de la revue Préventique. Pour les autres définitions, les sources sont indiquées en bas de page. Accident. Événement qui rompt la marche régulière des choses. Par extension, le mot a pris le sens d'événement fâcheux ou dommageable. L'accident vise généralement un événement d'une certaine gravité, par opposition à un incident. Le mot caractérise également un événement non intentionnel, dû à l'imprudence, à la négligence, au non-respect des procédures, ou encore à des aléas ou au hasard. Il s'oppose dès lors aux événements intentionnels relevant de la malveillance ou du terrorisme. Événements non désirés, tels qu'une émission de substances toxiques, un incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement qui entraînent des conséquences dommageables vis-à-vis des personnes, des biens ou de l'environnement et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un phénomène dangereux, combiné à la présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénomène. Il y a souvent confusion entre accident et phénomène dangereux. Le premier entraîne des conséquences, des dommages, le second produit des effets. L'accident est un événement, tantôt heureux, tantôt malheureux, qui se produit du fait du hasard, de manière purement fortuite. Science criminelle. Si un hasard malencontreux en constitue la seule cause, un accident ne relève pas du droit criminel. Ce point est acquis depuis que la responsabilité pénale suppose établir la culpabilité de l'agent, du fait d'une intention criminelle, d'un acte volontaire de violence ou à la limite d'une faute d'imprudence ou de négligence. En revanche, si l'accident résulte de la combinaison d'un coup du destin et d'une faute humaine, il peut y avoir poursuite pénale contre l'auteur de cette faute. Il en est ainsi en cas de blessure ou homicide par imprudence. Le législateur l'a notamment prévu en matière d'accidents de circulation et d'accidents du travail. Accident majeur. La directive Seveso entend par accident majeur un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses. Acquittement. L'acquittement est la décision par laquelle une cour d'assises déclare un accusé non coupable, qu'il ait été reconnu innocent ou qu'il ait bénéficié du doute. On emploie également ce terme pour désigner la relaxe d'un prévenu par un tribunal correctionnel ou de police. Acte humain. Au mot fait, nous voyons que le droit pénal s'attache par priorité aux faits. Les plus éminents d'entre eux sont les actes accomplis par des êtres humains. Activité. C'est la faculté de pouvoir agir. L'activité est un processus qui détermine un comportement. Dans le cadre de ses fonctions, un agent a des missions à remplir qui supposent une certaine activité. Aléa. Vient du latin où il évoquait le jeu de dés. La formule aléa jacta est attribuée à César signifie le sort en est jeté, d'où son extension au XIXe siècle, hasard, risque. Aujourd'hui, comme notion du droit de la responsabilité civile et de l'assurance, évoque un événement probable capable de produire des effets dommageables. La loi du 4 mars 2002 crée un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques qu'elle confie à la solidarité nationale. Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d'une intensité donnée au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression pour un type d'accident donné, du couple. Probabilité d'occurrence intensité des effets. Il est spatialisé et peut être cartographié, circulaire du 2 octobre 2003 du MEDD. Ambiguïté. Un écrit ou un propos est ambigu lorsqu'il laisse planer un doute sur son sens exact. Il ne saurait donc notamment suffire à motiver une condamnation pénale. Amicus curiae. L'amicus curiae est une personne particulièrement compétente dans un domaine donné, qu'un tribunal décide d'entendre à fin d'information. Son intervention est prévue par le Code de procédure civile, mais ne l'est pas par le Code de procédure pénale.
Un tribunal répressif n'en pourrait pas moins se faire ainsi éclairer, sous réserve de respecter les droits de la défense, donc en permettant au prévenu de poser les questions qui lui semblent opportunes. Analyse consiste dans l'action intellectuelle de décomposition d'un tout en différentes parties afin de l'étudier, de l'examiner. C'est une méthode, un procédé de raisonnement qui permet d'aller du complexe au simple, des conséquences aux principes, des faits aux causes et ou aux lois. En ce sens, l'analyse précède la synthèse et l'évaluation. L'analyse syndinique est une analyse plus spécifique qui s'appuie sur les concepts de la syndinique, axiome hyperespace du danger. Analyse-bas-du-bas-ou-bas-d-bas-risque. Utilisation systématique d'informations pour identifier les phénomènes dangereux, et pour estimer le risque, en découlant. C'est l'objet des méthodes qui cherchent à établir une prévision sur la probabilité de survenance d'un événement potentiellement dommageable. Cependant, l'analyse des risques consiste plutôt en une analyse des faits ou des situations qui préparent à l'évaluation des risques. Analyse-bas-des-bas-et-bas-des-responsabilité. L'analyse de la responsabilité de chaque prévenu sera faite en fonction non seulement de ses obligations générales ou spéciales dans l'activité qui était la sienne, mais également au regard de sa mission, dans le cadre du fonctionnement et du développement des termes de Barbotan. C'est ainsi que l'on distinguera premièrement, les concepteurs, architectes et représentants directs de la chaîne thermale du Soleil, deuxièmement, les gestionnaires du quotidien, secrétaires généraux de l'établissement, troisièmement, les exécutants techniciens, ouvriers et entrepreneurs ayant réalisé les travaux, quatrièmement, le contrôleur technique et cinquièmement, les autorités administratives, maires et préfets. Anticipation. C'est la démarche qui succède à celle de la prévision. Les deux notions doivent dès lors être distinguées. Alors que la prévision éclaire les données du futur, l'anticipation a pour mission de détecter les signes annonciateurs des changements et des événements possibles et de permettre d'agir avant qu'ils ne se manifestent. En ce sens, l'anticipation appelle de la veille et des décisions. Dans un système de management donné, elle est une nécessité tant pour les organes opérationnels que spécialisés. Elle est particulièrement exigée de tous, décideurs, opérateurs ou agents, lorsque ceux-ci sont confrontés à des situations nouvelles ou inconnues, par exemple, l'apparition dans une région donnée d'un accroissement significatif du nombre de franchissements de signaux fermés, feu au rouge indiquant l'arrêt immédiat du convoi, ce qui nécessite une action rapide de la direction pour savoir ce qui a changé dans la zone concernée. Il faut anticiper et non attendre l'accident. Appel. L'appel est une voie de recours ordinaire exercée contre une décision de justice rendue en première instance, soit par un tribunal de police, soit par un tribunal correctionnel. Art. 496 et S. C.PRPE accent aigu N. Aptitude. C'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à remplir une mission. L'aptitude correspond ainsi à une situation d'équilibre entre les capacités d'un opérateur ou d'un agent, et l'emploi qu'il occupe ou qu'il doit occuper. Arbre des causes. Figure représentant l'enchaînement des faits, des causes. Arbre des événements. Figure représentant l'enchaînement des événements constatés et relevés. Arrêt. Décision d'une cour souveraine ou d'une haute juridiction, qui succède le plus souvent à un jugement. Arrêt d'une cour d'appel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Arrêté. Décision écrite exécutoire, à portée générale ou individuelle, d'une autorité administrative, arrêtés ministériels, interministériels, préfectoraux, municipaux. Les arrêtés ministériels sont publiés au journal officiel. Assurance. Le mot a au moins deux sens très différents. Il évoque en premier lieu la confiance en soi, la certitude, l'intime conviction et ensuite, le contrat par lequel un assureur garantit à l'assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d'une somme convenue en cas de réalisation d'un risque déterminé. Attentat. Action déterminée dont le but est de nuire au bien ou à la vie d'autrui. L'attentat est un moyen employé par les cellules terroristes pour causer de graves dommages matériels et humains, et faire pression sur l'opinion publique par le biais des médias. Audience.
L'audience est la séance au cours de laquelle une juridiction de jugement instruit sur les faits dont elle est saisie, entend les parties comme leur conseil, et prononce éventuellement son jugement. Devant la cour d'assises, l'audience commence au moment même où la cour prend séance, puis fait introduire l'accusé pour former le jury de jugement. Salle d'audience. Un palais de justice, siège du tribunal, comporte des locaux de service comme le greffe et des salles réservées aux audiences. Ces salles sont aménagées en fonction des personnes qui participent au débat. Les magistrats du siège, le ministère public, le greffier, l'huissier, le défendeur et son conseil, le public. Audit. Démarche spécifique d'examen et d'évaluation des activités d'une organisation ou d'un système, fondée sur un référentiel et dont les conclusions peuvent comporter des propositions d'amélioration touchant à la régularité et ou à la performance. L'audit correspond à une procédure de contrôle systématique du fonctionnement d'une entité. Cette pratique, née dans le champ de la comptabilité des entreprises, est aujourd'hui très courante dans les différents autres domaines du management et en particulier dans les divers champs du danger. S'attardant sur le fonctionnement d'une entité, l'audit se distingue donc des contrôles qui portent sur des données particulières, comme c'est le cas des contrôles techniques portant sur des équipements et des immeubles, par exemple. La personne chargée de l'audit est qualifiée d'auditeur. L'audit permet de détecter les dérives d'une organisation, qui pourraient à plus ou moins brève échéance constituer des facteurs de risque. Autrui. Le législateur désigne par le mot autrui toute personne humaine autre que l'agent lui-même. Avocat. L'avocat est un conseil juridique, inscrit à un barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il est chargé de conseiller une partie au cours d'une procédure et de parler en son nom à l'audience. Si elle est ignorée voire interdite dans les régimes totalitaires, cette profession est heureusement reconnue par les États démocratiques. Barrière. C'est ce qui clôt fait obstacle. Le terme a été utilisé dans les activités nucléaires pour qualifier l'ensemble des actions ou mesures de prévention qui permettent de confiner les activités radioactives. Les barrières de confinement ont pour objet d'empêcher le phénomène dangereux de quitter son enceinte, les personnes d'accéder à l'espace dans lequel le danger est confiné. Deux types barrières existent. Les barrières matérielles, un équipement technique. Les barrières organisationnelles, une procédure ou une consigne. Aujourd'hui, le terme appartient plus largement au vocabulaire de la sûreté de fonctionnement. Son utilisation tendant à s'étendre, il évoque plus généralement tout obstacle technique, humain et organisationnel qui est opposé au développement d'une source de danger. Blessure. En droit positif, la notion de blessure recouvre toute atteinte portée à l'intégrité physique ou à l'équilibre psychique d'autrui. En vieux français, blessé se disait navré. Bonne pratique. Pratiques professionnelles jugées les plus efficaces pour favoriser l'obtention du meilleur résultat. Certaines sont réglementées comme en médecine, d'autres sont retenues par le juge comme ayant cette valeur, notamment sur dire d'experts. Les principes du management global ont pour mission de susciter la recherche de bonnes pratiques. Casier judiciaire. Le casier judiciaire est un fichier qui comporte le relevé des condamnations pénales prononcées contre une personne. Ce progrès technique a eu pour heureux effet de rendre caduc le vieux procédé de la flétrissure au fer rouge ou à l'essorillement. Cassation, d'un jugement ou arrêt. Un arrêt de cassation résulte d'une décision de censure rendue par la Cour de cassation, pour méconnaissance des règles de procédure ou pour erreur de droit sur le fond. Elle peut emporter, soit un simple retranchement des sanctions prononcées à tort, soit un renvoi pour nouveau jugement devant une juridiction de même niveau que celle qui a rendu la décision censurée. Intervenu à la suite d'un pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, un arrêt de cassation oriente la jurisprudence. Catastrophe. Le mot est employé dans le sens de malheur effroyable, important, épouvantable. On l'utilise plutôt que celui d'accident lorsque les conséquences sont jugées très graves. On parle aussi de catastrophe naturelle, technologique, financière. Le législateur incrimine directement le fait de provoquer certaines catastrophes, telles qu'un incendie, une inondation, une avalanche, un naufrage, un déraillement ou l'explosion d'un avion en vol. Il doit alors passer par la voie d'un délit formel, punissable dès l'accomplissement d'un acte de nature à causer l'accident recherché. Causalité.
C'est la relation entre un fait source et un fait effet ou impact. Dans le droit de la responsabilité, on évoque le lien S de causalité entre un acte, un comportement, une faute et un dommage. Par ailleurs, si, dans une chaîne causale, plusieurs causes ont concouru à la réalisation du dommage final et que l'une ou plusieurs d'entre elles sont restées inconnues, celles-ci ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité dès qu'une seule cause au moins est certaine et établie. En outre, le fait ou la faute d'un tiers ou d'une victime, dès lors que leur comportement ne constitue pas la cause exclusive du dommage, ne rompt pas le lien de causalité. Causalité directe. Notion du droit pénal concernant les infractions involontaires. Une simple faute d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des règlements suffit à établir la responsabilité pénale de l'auteur des faits infractionnels. Causalité indirecte. Notion du droit pénal concernant les infractions involontaires, apparue avec la loi du 10 juillet 2000. Lorsqu'une personne physique n'est pas considérée comme étant l'auteur direct de l'infraction, sa responsabilité pénale suppose que l'une des deux conditions suivantes soit établie. Violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, prévue par la loi ou le règlement. Faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'elle ne pouvait ignorer. Cause. C'est un événement qui produit un ou des effets. La recherche des causes est un des enjeux des retours d'expérience. Les préventeurs, les comités, hygiène et sécurité et des conditions de travail analysent les causes des accidents du travail selon la méthode de l'arbre des causes. La recherche des causes est également un des enjeux de l'analyse et de l'évaluation des risques. Mais dans cette perspective, la démarche est singulièrement plus compliquée car elle relève non plus d'un constat, mais d'une prévision dans laquelle l'imagination occupe une place centrale. La société occidentale contemporaine semble avoir une obsession générale. Une cause doit toujours être à l'origine ou expliquer ce qu'il advient. Mais dès lors que les causes sont nécessairement multiples, la société raisonne en termes généraux. Plutôt que d'admettre cette complexité, elle en fait une synthèse qu'elle qualifie de façon approximative par rapport à ses intérêts particuliers. Cette tendance devient la cause de l'apparition de phénomènes sociaux comme l'accroissement exponentiel des procédures judiciaires postérieures aux accidents, maladies et catastrophes où la faute devient la cause générale qui explique tout le processus dommageable et où de plus en plus fréquemment, cette faute n'est même plus recherchée dans la cause mais dans le dommage. La multiplication des références au principe de précaution, où la cause se trouve désormais non plus dans le dommage identifié mais dans l'incertitude du non-dommage. Les causes et les conséquences d'un sinistre ne sont dues qu'à un concours de responsabilité, et il appartient à la juridiction de jugement de statuer dans le cadre de sa saisine en fixant la responsabilité de chaque prévenu. Certain. C'est ce qui doit nécessairement se produire dès lors que telle ou telle conditions sont réunies. Le certain relève du déterminisme, selon lequel certains phénomènes ont des rapports de causalité qui ne sont pas discutables, qui sont obligés. Le mot évoque aussi la vérité rapportée par des témoins. En ce sens, l'épreuve des faits permet de douter de ce type de certain. Le terme est d'usage fréquent dans le droit de la responsabilité. Certitude. C'est la conviction que tel fait, tel phénomène n'est pas discutable, n'est pas une hypothèse. Appliquée à la sécurité, la certitude est le fondement des démarches déterministes de la réglementation. Mais la certitude peut être aussi un grand danger car on ne met pas à l'épreuve ce dont on est certain. Ainsi, la certitude de la fiabilité d'un équipement, d'un système est-elle une des données du danger. Chef d'entreprise. La notion est apparue tout d'abord dans la jurisprudence sociale et pénale relative à l'application de la législation du travail. Elle a été ensuite reprise par les dispositions relatives à l'hygiène et sécurité, et aux institutions représentatives du personnel. Elle qualifie la personne physique qui exerce le pouvoir de direction dans une entreprise et est, à ce titre, titulaire de l'obligation de satisfaire aux exigences du Code du travail. Mais dans un souci d'harmonisation avec le droit européen, le nouveau Code du travail l'a remplacé par celle d'employeur. Le chef d'entreprise se cache désormais sous l'employeur. Mais, le changement de mot ne faisant pas disparaître la fonction, celle-ci doit toujours être identifiée parmi les dirigeants d'une entreprise.
Il s'agira le plus généralement du dirigeant statutaire le plus élevé dans l'entreprise. Mais par le jeu des délégations de pouvoir, la fonction peut être assumée par un dirigeant salarié, comme un chef d'établissement. Cette notion de chef d'entreprise est cependant délicate à identifier lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs sociétés et se présente dans la forme d'un groupe. Le chef d'entreprise ne doit pas être confondu avec l'exploitant, même si celui-ci peut se cacher sous celui-là. Le législateur impose fréquemment au chef d'entreprise de veiller personnellement au respect des dispositions de police qu'il édicte. Dès lors, toute infraction à ces dispositions lui est a priori imputable. Il peut toutefois se dégager en établissant qu'il a délégué ses pouvoirs à un cadre compétent et pourvu de l'autorité voulue pour veiller au respect de la loi. Chef d'établissement. Notion relevant de la jurisprudence sociale et pénale. Le chef d'établissement est la personne physique qui dirige un établissement. À l'exception du cas où l'entreprise ne comporte qu'un établissement unique et est donc confondue avec celui-ci. Le chef d'établissement est un dirigeant salarié, investi d'une délégation de pouvoir. Il a alors pour mission de satisfaire au sein de son établissement aux exigences de l'obligation générale de sécurité, en veillant au respect des obligations particulières et en prenant les décisions utiles. Cependant, comme celle de chef d'entreprise, la notion a disparu du nouveau Code du travail qui l'a remplacée par celle d'employeur. Commission rogatoire. Par une commission rogatoire, un magistrat instructeur confie soit à un autre magistrat soit à un officier de police judiciaire la mission d'exécuter certains actes d'information qu'il ne peut accomplir lui-même. Art. 151 et S. C.PRPE accent aigu N. Elle ne saurait revêtir le caractère d'une délégation générale de pouvoir, sans enfreindre la répartition légale des compétences. Constitution de partie civile. La constitution de partie civile est la déclaration par laquelle une personne, qui se tient pour victime d'une infraction, fait officiellement connaître qu'elle entend exercer l'action civile afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Coups et blessures. L'expression coups et blessures vise les actes qui ont porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un être humain. Ces actes sont dits involontaires quand leur auteur a simplement commis une faute d'imprudence. Ils sont dits volontaires quand leur auteur a entendu leur imprimer un caractère de violence. Cour d'appel. La cour d'appel est une juridiction de l'ordre supérieur. C'est sa chambre correctionnelle qui, sur appel de l'une des parties, réinstruit une affaire examinée une première instance par un tribunal de police ou par un tribunal correctionnel. Cour de cassation. La Cour de cassation, qui se situe au sommet de la hiérarchie des juridictions de l'ordre judiciaire, a son siège au Palais de justice de Paris. Elle n'instruit pas à nouveau les procès, mais s'assure que la décision des juges du fond a été rendue dans le respect tant des lois de procédure que des lois de fond. L'une de ces formations, la chambre criminelle, est spécialement chargée de contrôler les décisions rendues par les juridictions répressives. Art. 567 et S. C.PRPE accent aigu N. Danger. Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance, butane, chlore, à un système technique mis sous pression d'un gaz, à une disposition élévation d'une charge, à un organisme, microbe, de nature à entraîner un dommage sur un élément vulnérable. Sont ainsi rattachées à la notion de danger, les notions d'inflammabilité ou d'explosivité, de toxicité, de caractère infectieux inhérentes à un produit et celle d'énergie disponible ou potentielle. Le danger est une potentialité factuelle d'un résultat préjudiciable. C'est une situation susceptible de donner naissance à une situation factuelle, qui peut être qualifiée de dommage. Ainsi, puisqu'il en est la cause, le danger est-il intrinsèquement associé à l'idée de dommage. Son identification, qui est la condition de la prévention, dépend donc de la connaissance, d'une part, du dommage et d'autre part de la causalité possible. Dans son application à la sécurité des personnes, de l'environnement et des biens, la situation dangereuse doit être envisagée comme une configuration de données techniques, humaines et organisationnelles. Nous proposons 2 exemples. Dans le cas d'une usine installée en milieu urbain, 2 types de données principales sont à prendre en considération, les données industrielles et les données urbaines.
le danger relève de l'ordre des causes ou des sources, il en épouse dès lors les incertitudes. Dans le cas d'une usine chimique, le danger ne doit pas être seulement recherché dans les qualités intrinsèques des produits chimiques, mais également dans l'incapacité des équipements, des personnels et de l'organisation à satisfaire à leur mission de sécurité. Comme l'idée de dommage n'est pas objective mais profondément sociale et évolutive en fonction du temps et des cultures, par voie de conséquence, le danger possède les mêmes caractéristiques. Danger, mot trop souvent proposé sans réflexion préalable et adopté sans débat approfondi. De nombreux amendements ont un effet nocif sur la cohérence de l'ensemble du corps des lois. Aristote, Éthique de Nicomaque, une mauvaise loi est celle qui est faite à la hâte. Décision suppose la liberté de choisir. La capacité de décision d'un organe ou d'une personne dépend donc directement de l'espace de liberté qui lui est laissé par la loi, les règlements et les contrats. Dans le domaine du droit du danger, l'importance des obligations légales et réglementaires conduit au développement de démarches d'application plutôt que de décision. La culture de la décision y est fortement influencée par la culture de l'application. La qualité d'un système de management s'apprécie à sa double capacité d'une application stricte des obligations qui lui sont faites, et d'analyse conduisant à des décisions adaptées à ses objectifs. Délégation. On doit entendre par délégation le mandat qui autorise, qui donne le droit à quelqu'un d'agir au nom d'un autre. Il y a dans le mot la notion de représentation. Le mot délégation ne figure pas dans le dictionnaire criminel du professeur Jean Doucet. Délégation de pouvoir pénal. Les tribunaux répressifs admettent le droit du chef d'entreprise à faire état d'une représentation par l'un de ses agents. C'est alors ce dernier qui supporte la responsabilité pénale de celui-là, mais des conditions strictes sont imposées par la jurisprudence à l'admission d'une délégation de pouvoir. Une règle fondamentale domine la question. La délégation de pouvoir ne se déclare pas mais se constate. Cela signifie notamment que l'existence d'un écrit n'est une condition ni nécessaire ni suffisante, et que le juge forme son appréciation sur le seul fondement des faits, c'est-à-dire la capacité décisionnelle de l'agent. Délit. C'est le fait illicite, la faute, le manquement. Le terme est employé pour qualifier la responsabilité civile pour faute, par opposition à la responsabilité sans faute. On parle de responsabilité délictuelle. Mais c'est en droit pénal qu'il trouve son application majeure. Il y a deux sens. Large, c'est toute infraction à la loi punie par elle. Strict, c'est l'infraction punie de peine correctionnelle et qui est jugée par les tribunaux correctionnels. Dans ce dernier sens, le délit est une infraction de moyenne gravité, il doit être distingué des contraventions et des crimes. Il suppose en principe, comme le crime, l'intention délictuelle, mais il existe deux catégories de délits qui n'ont pas de caractère intentionnel. Les délits contraventionnels ou d'inobservation des règlements, qui correspondent aux contraventions devenues des délits du fait de l'aggravation des peines, comme c'est le cas dans le domaine de l'hygiène et sécurité. Les délits involontaires. Le mot délit peut être pris dans un sens large, dans un sens étroit, voire dans un sens intermédiaire. Dans un sens large, le mot délit désigne toute incrimination édictée par le législateur, et toute violation de la loi commise par un justiciable. Dans un sens étroit, et propre au droit criminel, ce mot vise une infraction sanctionnée par l'une des peines correctionnelles figurant à l'art 131-3 CPE accent aigu N. 1. L'emprisonnement jusqu'à 10 ans. 2. L'amende. 3. Le jour amende. 4. Le travail d'intérêt général. 5. Les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-6. 6. Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10. Dans un sens intermédiaire, le mot délit s'attache à toute incrimination législative. Crime, délit ou contravention, c'est dans ce sens abstrait qu'il est pris ci-dessous. Dommage. Le mot a aujourd'hui deux sens principaux. Celui de préjudice, de lésion subie par quelqu'un et qui doit être réparée. Celui de regrettable, de fâcheux. Le dommage apparaît comme étant un phénomène regrettable qui cause préjudice. D'où la qualification de dommage-intérêt, pour l'indemnisation ou la réparation. Le mot dommage appartient essentiellement au vocabulaire de l'indemnisation.
Peu utilisé par le vocabulaire de la prévention, il se cache derrière des termes plus spécifiques comme accident du travail, maladie professionnelle, catastrophe, pollution, incendie, etc. Dossier de l'instruction. Le dossier de la procédure, notamment le dossier de l'instruction mené par le juge d'instruction, est tenu au greffe tout au long de la procédure. Il est mis à la disposition des parties quelques jours avant les principaux actes de procédure. À la fin de la procédure, il est archivé, sauf autrefois pour effacer toute trace de certains crimes, en sorte que sous quelques conditions il demeure possible d'obtenir ultérieurement des copies de pièces. Employeur. Notion de la législation du travail qui évoque la personne physique ou morale ayant à son service un ou plusieurs salariés. Depuis la dernière réforme du Code du travail, elle s'étend également sur celle de chefs d'entreprise et d'établissement. L'employeur est donc à la fois celui qui emploie et celui qui commande, organise et sanctionne. Dans son acception ancienne, l'employeur avait les obligations légales et contractuelles en rapport avec l'emploi, salaire, cotisations sociales, alors que dans sa signification nouvelle, il a également toutes celles qui portent sur les conditions de travail, l'hygiène et sécurité, les institutions représentatives du personnel et le droit syndical. Enquête de flagrance. On appelle enquête de flagrance les investigations effectuées à chaud par la police judiciaire, donc dans un temps très voisin de l'action. Cette circonstance crée une situation d'urgence qui justifie l'octroi de pouvoirs de coercition à la police judiciaire, art. 53 et S. C.PRPE accent aigu N. Enquête préliminaire. Relève de l'enquête préliminaire les investigations effectuées, éventuellement d'office, par la police judiciaire, pour établir les conditions dans lesquelles une infraction a été commise et pour en identifier les auteurs. Les pouvoirs, notamment de contrainte, de la police sont alors limités par les art. 75 et S. C.PRPE accent aigu N. Entrepreneur. L'article 1er 4e alinéa du Code pénal belge définit l'entrepreneur comme « toute personne, physique ou morale, qui exécute des travaux soit pour son propre compte, soit pour le compte du maître d'ouvrage sans être engagé dans les liens d'un contrat de travail. » Évaluation. Aujourd'hui, le mot signifie plus précisément « apprécier », juger de façon plus ou moins approximative. L'évaluation succède à l'analyse des données et précède la prise de décision. Dans son application au droit du danger, nous soulignerons que l'obligation de sécurité des chefs d'entreprise et des exploitants impose d'analyser, puis d'évaluer les situations. Évaluation des pratiques. C'est la fonction des audits que d'établir les écarts entre un référentiel de bonnes pratiques et le fonctionnement réel d'un système. Évaluation-BAD-bas risque. Processus de comparaison du risque estimé avec des critères de risque donnés pour déterminer l'importance du risque, ISO CEI 73. La comparaison peut être menée par rapport à un référentiel préétabli, dans l'objectif de permettre la prise de décision vis-à-vis de l'acceptation du risque ou de la nécessité de son traitement. Elle peut considérer le coût, les avantages, les préoccupations des parties prenantes, et d'autres variables requises selon le cas pour l'évaluation du risque. FDISO CEI Guide 73. Cette estimation ou évaluation du risque est souvent réalisée selon deux composantes, la probabilité et les conséquences potentielles de celui-ci. Elle est souvent représentée sur une grille de criticité. Une directive cadre de 1989 du droit communautaire impose une obligation générale d'évaluation des risques santé-travail. La loi française de transposition du 31 décembre 1991 impose une telle obligation aux chefs d'entreprise. Expert judiciaire. Personne désignée par une cour d'appel ou la cour de cassation et inscrite sur une liste. Le choix de personnes non mentionnées sur une telle liste est cependant permis au juge. Expertise. L'expertise est une mesure d'information confiée à des techniciens qualifiés, agissant sous la foi du serment, par des magistrats qui souhaitent être éclairés sur tel aspect délicat des faits qui suppose des connaissances artistiques ou techniques particulières. Exploitant. Notion du droit administratif, qui vise la personne physique ou morale qui gère un établissement ou un équipement soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation. Les législations des ICPE, de la sécurité sanitaire, de la sécurité civile par exemple,
envisage l'exploitant et non pas le chef d'entreprise. Exploiter. Exploiter, au sens de l'article GN 10.3, peut recouper deux définitions. Ce peut être gérer afin d'obtenir les meilleurs résultats d'un bâtiment ou d'une structure. Dans ce cas, c'est l'exploitant qui au quotidien va utiliser les biens qui lui sont donnés pour en tirer profit, ou satisfaire les utilisateurs. C'est le travail et la fonction d'un secrétaire général qui, sans compétences techniques pour modifier la structure technique du bâtiment, et sans délégation financière, va exploiter au quotidien les termes de barbotant. Ce peut être aussi l'action de mettre en valeur une chose, un bâtiment, afin de le rendre plus productif et d'en tirer un meilleur profit. Dans ce cas, l'action d'exploiter porte sur la structure même de la chose ou du bâtiment en exploitation. Elle exige de cet exploitant un pouvoir et une compétence technique et financière. C'est l'exploitant au quotidien qui va utiliser les biens qui lui sont donnés pour en tirer un profit ou satisfaire les utilisateurs. Cette conception de l'exploitant est compatible avec l'absence de pouvoir financier et de compétences techniques pour modifier les structures du bâtiment. Elle recoupe en grande partie le concept de secrétaire général défini comme la personne chargée de l'organisation et du fonctionnement d'un établissement, supervisant l'ensemble des services. Fait. Un fait est un événement ou une circonstance qui peut être constaté par l'intermédiaire de l'un de nos cinq sens. En droit criminel, le fait principal est un acte humain, qu'il s'agisse d'un acte prohibé par le législateur, d'un acte reproché par l'accusation ou d'un acte déclaré délictueux par un tribunal répressif. À côté, des éléments secondaires qui sont les circonstances de temps, de lieu et de contexte dans lesquels l'acte en cause a été accompli. Dans le but d'éviter les spéculations hasardeuses sur les pensées, les mobiles et les buts d'un prévenu, le droit criminel judiciaire impose au juge de prendre pour base du procès pénal les faits matériels de l'espèce. C'est en ce sens que l'on parle du principe de matérialité. Par un pléonasme volontaire, on parle d'ailleurs volontiers de faits matériels. Faute. Le mot faute vient du verbe latin fallere devenu faillir en ancien français. Il traduit un écart par rapport à la voie, tracée par les règles divines, morales ou sociales, qui conduit au bien commun, à la perfection de l'individu et au progrès de l'humanité. Faute d'imprudent. Est constitutif d'une imprudence le comportement qui consiste pour une personne normalement diligente, de ne pas prévoir les conséquences dommageables de l'acte qu'elle accomplit, de ne pas envisager qu'elles puissent se produire, et de ne pas prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de survenir. Faute de négligence. Constitue une négligence le fait pour une personne normalement diligente, attentionnée, prudente et désireuse d'entreprendre de ne pas se documenter, se renseigner, se former et perfectionner ses connaissances tant à l'égard de l'acte qu'elle envisage d'entreprendre que de ses éventuelles conséquences, soit sur elle-même, soit à l'égard de tiers. Constitue également une négligence fautive, le comportement d'un professionnel qui, en présence de plusieurs moyens technologiques possibles, ne met pas œuvre le plus approprié et le plus fiable, ou cautionne des moyens empiriques. Faute de maladresse. Bien que le tribunal de grande instance de Sarreguemines dans son jugement rendu le 29 juin 1993 n'en donne pas une définition précise, il considère que Patrick Monsieur, en se présentant faussement comme ingénieur à Philippa, et en acceptant présomptueusement la délégation de pouvoir tout en sachant son incompétence totale en matière de rayonnement ionisant et des sécurités qu'ils impliquent, a commis une faute de maladresse. Faute directe et faute indirecte. Ces dispositions émanant de la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, procèdent de la logique selon laquelle le degré de gravité de la faute constitutive du délit non intentionnel doit être fonction du caractère plus ou moins direct du lien de causalité entre cette faute et le dommage. Lorsque le lien est direct, une faute simple suffit tandis que lorsqu'il est indirect, une faute d'une certaine gravité, dite faute qualifiée, entrant dans les prévisions de l'article 121A3 alinéa 4 susvisé doit être établie. Fonction. La fonction est l'activité mise en œuvre par une personne dans la pratique de son métier, de sa profession, de son emploi, de sa charge ou de ses attributions. Le droit criminel utilise ordinairement ce terme au pluriel. Les fonctions résultent alors de l'ensemble des actes qu'une personne accomplit dans l'exercice de ses activités familiales, professionnelles ou sociales. Force majeure. La force majeure consiste en une circonstance imprévisible,
irrésistible et extérieure à un justiciable, qui interdit de lui imputer à faute l'action ou l'omission qu'elle a provoquée. On parle aussi parfois en ce sens de cas fortuit, et notre ancien droit employait le mot fortune. Garde à vue. La garde à vue est une mesure coercitive par laquelle, au cours d'une enquête, un officier de police judiciaire retient une personne à sa disposition. Cette détention doit avoir pour but, non seulement d'apaiser le trouble social en montrant que les pouvoirs publics s'informent sur l'infraction qui vient d'être commise, mais encore, et surtout, elle tente à faciliter la recherche de la vérité. Inculpation. Une personne est inculpée lorsque le juge d'instruction, qui informe sur certains faits, oriente expressément l'information dans sa direction en raison des indices graves et concordants qui la pointent comme auteur ou complice de ces faits. On parle aujourd'hui de mise en examen, art. 81 C.PRPE accent aigu N, mais la notion même n'a pas changé. Infraction. Le mot infraction est souvent employé de manière imprécise. Aussi faut-il toujours conserver présent à l'esprit son sens strict. Dans un sens large, le mot infraction vise tout crime, délit ou contravention, soit envisagé abstraitement par le législateur, soit perpétré concrètement par un malfaiteur. Cette acception doit être retenue avec prudence, et seulement là où il n'y a nul risque d'imprécision dans la pensée ou dans l'expression. Garçon, code pénal à noter. On appelle infraction pénale tout fait prévu et puni par la loi d'une peine proprement dite. Larguier, droit pénal général. L'infraction est un acte ou une omission interdit par la loi sous menace d'une peine. Dans un sens étroit, conforme à son étymologie, le terme infraction désigne précisément le fait pour une personne de violer une règle de droit renforcée par une sanction pénale, du latin infractio, fait de briser, de heurter, d'abattre un obstacle. Sous cette acception, l'infraction relève par nature des techniques judiciaires concrètes et non des techniques législatives. Instruction à charge et à décharge. Il est de principe que la police judiciaire puis la juridiction d'instruction, dès lors qu'elles ont pour mission de faire impartialement la vérité sur les faits en cause, doivent informer tant au bénéfice qu'au détriment de la personne suspectée. Un procès-verbal négligeant les aspects de l'affaire favorables à la défense serait entaché de nullité. Juge d'instruction. Le juge d'instruction est un magistrat répressif, chargé lors de l'instruction préparatoire de préparer le dossier des affaires pénales les plus délicates, facultativement pour les délits et obligatoirement pour les crimes. Tenu d'informer à charge et à décharge, il a pour mission de réunir les éléments de preuve susceptibles de faire surgir la vérité lors de l'instruction à l'audience. Merlevitu, traité de droit criminel. Le juge d'instruction est un magistrat du tribunal de grande instance, nommé à ses fonctions dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. Il possède un double rôle. Enquêteur et juridiction à la fois. Il est d'abord chargé de rassembler les preuves de l'infraction avec l'aide de la police judiciaire et de constituer le dossier pénal. Puis, cette tâche remplie, il statue sur les charges relevées, qualifie les faits retenus, et s'il y a lieu, renvoie l'inculpé devant la juridiction compétente. Loi. En première analyse, la loi est une disposition de l'autorité qui pose une règle de droit visant à organiser la vie sociale des êtres humains. Si l'on veut dépasser une définition purement externe, il faut préciser que la loi suppose, en son essence, d'être une règle stable édictée par la raison en considération de la dignité de la personne humaine et dans le but d'assurer le bien commun de la société. D'un point de vue technique, d'émaner de l'autorité compétente, d'être prise dans les formes constitutionnelles, d'être promulguée par le chef de l'État et d'être publiée. Maître d'œuvre. La doctrine s'accorde pour définir le maître d'œuvre comme un chef d'orchestre qui remplit les fonctions d'autorité et de coordination, et pour considérer que le prototype du maître d'œuvre est l'architecte, même si tout maître d'œuvre n'est pas nécessairement architecte. La jurisprudence, elle, n'instaure aucune différence entre l'architecte et le maître d'œuvre quant aux obligations auxquelles tous deux sont soumis, notamment en ce qui concerne l'obligation de conseil. Ce devoir de conseil ne disparaît que si le maître de l'ouvrage est un professionnel ou quelqu'un de notoirement compétent. Mandat. Le contrat de mandat, au terme de l'art. 1984 du Code civil, est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Un mandat est un acte par lequel un magistrat,
Ordinairement, un juge d'instruction prescrit que telle personne lui soit amenée ou soit placée en détention. Les différents mandats, définis par l'art. 122 C.PRPE accent aigu N, ne peuvent viser qu'une personne déjà tenue pour auteur ou complice des faits. Mandat d'amener. Le mandat d'amener est l'ordre donné par un juge d'instruction à tout dépositaire de la force publique de conduire telle personne devant lui. Ce mandat autorise l'emploi de mesures de contrainte, art. 122 C.PRPE accent aigu N. Mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par un magistrat répressif à tout dépositaire de la force publique de rechercher telle personne, de l'arrêter et de la conduire dans une maison d'arrêt art. 122 C.PRPE accent aigu N. Mise en danger d'autrui. La mise en danger d'autrui résulte d'un acte par lequel, en violation d'une règle de prudence et de sécurité, une personne met délibérément en péril la vie de son prochain sans pour autant lui porter effectivement atteinte. Commet ce délit celui qui par jeu roule à contresens sur une autoroute. Ordonnance ou arrêt de renvoi. À la fin de l'instruction préparatoire, s'ils estiment que le dossier est assez étayé pour légitimer la comparution du défendeur devant la juridiction de jugement, les magistrats instructeurs rendent un arrêt ou une ordonnance de renvoi. L'arrêt de renvoi devant la cour d'assises prend le nom d'arrêt de mise en accusation. Cet acte emporte saisine de la juridiction de jugement, qui devra statuer sur tous les faits qu'il vise. Parquet. Le parquet est constitué par l'ensemble des magistrats du ministère public attachés à une juridiction. On distingue le parquet d'instance près le tribunal correctionnel et le parquet général près la cour d'appel, auquel il faut ajouter le parquet propre à la cour de cassation. Partie civile. La partie civile est la personne qui, se présentant comme victime, exerce l'action civile. Il importe de souligner qu'un plaignant devient partie civile dès l'instant où il sollicite expressément des dommages-intérêts, et qu'il devient juridiquement victime du jour où cette qualité lui a été reconnue par une décision définitive. Perquisition. Une perquisition consiste en la visite d'un lieu où peuvent se trouver des objets, dont la découverte permettrait de faire avancer la recherche de la vérité. Merle-et-Vitu, traité de droit criminel. La perquisition est la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables effectués au domicile d'un particulier. Casse-crime. 20 septembre 1995 Gaz. Pal, 1996 ICHR Crime. 7. Toute perquisition implique la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. Régime. Elle s'effectue en principe sur l'ordre et sous le contrôle du juge d'instruction art. 94 C.PRPE accent aigu N, mais peut être diligentée d'office par un officier de police judiciaire en cas d'enquête de flagrance, art. 56. Si elle concerne un lieu public, la perquisition n'est pas soumise à des conditions spéciales. Si elle vise un domicile privé, elle ne peut être commencée de nuit, après 21h et avant 6h du matin, que dans des circonstances exceptionnelles, art. 59 et 706 24 1. Personne morale. Une personne morale est constituée par un ensemble organisé d'êtres humains. Elle se manifeste dans la vie sociale par des organes propres, indépendamment de ceux qu'elle rassemble. Il apparaît dès lors nécessaire de lui reconnaître une existence juridique, avec des droits et des devoirs, ceux-ci pouvant être pénalement sanctionnés. Carbonnier, droit civil. Dans le monde juridique, il n'y a pas seulement l'homme, l'individu, la personne physique, pas seulement des intérêts et des buts individuels. Il existe aussi des buts et des intérêts collectifs, et pour y satisfaire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.